Donc, bonsoir à tous, moi c'est Alexandre et je suis data analyst chez Malte. Bonjour, Olivier Girardot, donc je suis directeur of data chez Malte aussi. Ce qu'on va vous présenter un petit peu, c'est un petit état des lieux de l'évolution de l'organisation data chez Malte en partant du début. Alors du début de l'organisation en tant que telle. Est-ce qu'on peut éteindre un peu là ou pas du tout? Ouais, on peut pas? D'accord, pas de souci. Euh, donc moi je suis data engineer originellement, alors data engineer, big data architect originellement, plus orienté on-premise et puis après bouger un peu sur le cloud. Et en gros quand je suis arrivé en 2019, chez Malte on avait déjà un embryon d'équipe data. Alors un embryon d'équipe data, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait principalement 3 data scientists qui étaient répartis entre Paris et Lyon. Il y avait un data engineer, puisque je suis arrivé donc ça faisait un. Et 2 product data analysts qui étaient là déjà à essayer un petit peu de manière générale de sortir des insights, pareil pour les data scientists. Dans tous les cas, on était sur vraiment un embryon puisque il n'y avait pas vraiment de plateforme data, il n'y avait pas vraiment encore de ce que je pourrais appeler d'autoroute vers la production, il n'y avait pas encore de bonnes pratiques suffisamment bien établies pour qu'on puisse arriver à se dire que c'était simple de capitaliser, de réutiliser et de sortir des nouveaux usages. Pour vous donner une petite idée de l'évolution maintenant, on est dans ce que je vais appeler, on va dire, la guilde data, c'est-à-dire pas juste une équipe data en fait embryonnaire, mais plus tous les praticiens de la data. On est plus de 17, avec maintenant 4 data scientists, 4 product data analysts, 3 sales ops data analysts, 2 marketing, 3 data engineers et moi en aide, maintenant directeur of data. Et on est répartis en fait entre Lyon, Paris et Bordeaux. Parce que de manière générale, dans l'ADN de Malte, le télétravail n'a jamais été particulièrement un souci, et ce, même avant 2019. Au niveau des valeurs et des visions data pour Malte, je vais laisser mon collègue. Merci. Donc sur les valeurs et visions de la data chez Malte, donc, ça se rassemble autour de 4 items. Le premier item, c'est full stack. On veut vraiment pousser chacun à développer ses skills pour qu'il puisse maîtriser un peu tout. On considère qu'il n'y a aucun expert unique. Et donc vraiment, l'idée qu'on a derrière, c'est que tout le monde puisse monter en compétence sur tous les sujets. Et si demain, il y a quelqu'un qui part de l'équipe data, bah, finalement, cette personne ne part pas avec toute la connaissance. Un sujet qu'on cherche à pousser aussi, c'est l'autonomie, de mettre à disposition des guidelines pour cadrer toute l'équipe data, de pousser les gens à s'autodiscipliner. Donc un exercice qu'on a mis en place sur ça pour développer l'autonomie, c'est tous les jours on a une sentinelle et donc on attribue de manière aléatoire la sentinelle et cette sentinelle va avoir un rôle de débugger tout ce qui se passe sur la plateforme de production et d'intégration en termes de data. Donc ça va lui permettre de monter en compétences, de dialoguer avec les data scientists, de dialoguer avec les data ingés, de sortir un peu de son scope et de comprendre un peu plus ce qui se passe ailleurs, pas uniquement, pour mon exemple, sur le scope data analyst. Il y a aussi le self-service, où on considère qu'on préfère mettre le temps de l'équipe data sur des tâches à valeur ajoutée. Et je vais le développer après. On a mis à disposition une logique de Data Explorer chez Malte. Et puis le dernier item, c'est les Single Source of Truth, où on cherche à définir des concepts qui soient unifiés entre les ops, entre le marketing, entre le produit. Comme ça, quand on va reporter des data au board, tout le monde est aligné. On n'a pas 2 KPI qui veulent dire des choses différentes. Et ça, c'est un gros progrès, parce qu'on revient de loin sur ça. Alors comment est-ce qu'on a construit ça? Alors pour construire ça, ça va passer un peu en 2 phases. Comme je vous ai dit, il y avait déjà un embryon d'équipe data, ce qui veut dire qu'il y avait déjà des pratiques, par définition. Pas forcément des bonnes pratiques, mais voilà, il y a toujours un legacy qui en fait vient s'installer sur la manière historique de travailler et la manière de fonctionner et de survivre, hein, par certains côtés, la nature ayant horreur du vide. L'objectif, ça a été d'abord de recentrer tout ça. Alors recentrer tout ça au sens le plus pur technique du terme déjà, avec une vraie plateforme data unifiée, avec un monorepo, avec des pratiques en termes de développement, avec des pratiques en termes de capitalisation qui étaient là justement pour arriver à développer un peu, j'aime pas forcément le mot, mais à développer cet esprit de corps, à développer en fait la manière dont on allait
être praticien dans cette histoire. Donc il y a toute cette phase de recentrage qui a pris un certain temps pour définir a fortiori les bonnes pratiques du côté data science, définir aussi au niveau data analyst qui était le chemin le plus confortable mais aussi le plus exigeant qu'on pouvait avoir vis-à-vis des ambitions qu'on allait se donner. Alors, je ne rentre pas forcément dans les détails techniques, mais typiquement chez nous, on a tendance à mapper tout ce qui est concept clé dans des schémas JSON. On va avoir des schémas JSON qui sont des formats pivots, qui vont servir à alimenter énormément de choses, mais qui donc sont un prérequis en termes d'exigence, qui demandent ça. On va avoir la création de la plateforme data, la construction des bonnes pratiques, avec pas forcément les bonnes pratiques finales, puisque en gros l'idée c'est quand même de rentrer dans un cercle d'amélioration continue, donc de partir aussi d'un certain principe de réalisme sur ce qu'on peut arriver à attendre des gens, des forces en présence, des cartes avec lesquelles on a à jouer, etc. Un petit rodage sur l'architecture aussi, parce que l'architecture elle est toujours un peu à poser en fonction du contexte, en fonction des forces en présence, en fonction des gens qu'il y a. La finalisation du socle pour qu'en gros on soit clair sur en 80-20, 80% du socle est opérationnel pour qu'on puisse arriver à se redispatcher après. Et la mise en place de pas mal de rituels communs pour justement arriver à animer cette communauté. À animer aussi des gens qui, originellement, n'avaient pas forcément l'habitude de se parler. Alors, pour ceux qui sont familiers, on va dire, dans les concepts de l'agile, il y a typiquement dans les rétrospectives, on ne va pas forcément élargir le scope d'une rétrospective très très rapidement, en invitant la terre entière. Il faut construire un cercle de confiance, et puis une fois qu'on a ce cercle de confiance, on peut l'élargir au fur et à mesure. Ça passe un petit peu par ça aussi. La phase numéro 2, par contre, c'est pour avoir le maximum d'impact data, il ne faut pas rester dans son coin à se dire j'ai ma petite cellule avec des gens data. Donc le parti pris qu'on a, c'est, chez nous on est organisé en tribe et en squad, le parti pris qu'on a, c'est les data scientists, les product data analysts sont au sein des tribes, sont au sein des squads, et à terme les data engineers le seront aussi, pour évangéliser, pour travailler les usages, travailler les sujets en amont et en avance de phase, parce que les temps de cycle en data, et a fortiori en data science, sont potentiellement un peu plus longs. Donc il faut arriver à identifier les sujets et à se dire, on peut avoir ce pivot, on peut avoir cette intelligence supplémentaire. On est maintenant, et ce même dans les startups, dans un état où typiquement, c'est l'informatique dans les années 90, la data science par exemple. On ne sait pas ce qu'on peut faire, donc on va se prendre des informaticiens, mais les gens ne savent pas forcément à quoi ça sert, ils ne savent pas forcément ce qu'on peut arriver à en tirer. Donc si on ne les intègre pas suffisamment tôt, derrière, ils n'ont pas forcément l'impact nécessaire et suffisant. Voilà. Donc une fois qu'on a entraîné ce déploiement dans les tribes, dans les squads, des gens qui, encore une fois, n'avaient pas forcément l'habitude de se parler, commencent à créer une évolution, commencent à créer une émulation. Et c'est comme ça qu'on arrive à rapprocher avec les devs, rapprocher avec les PM, les praticiens de la data. Donc l'évangélisation, elle passe aussi en termes d'insight, de data-driven pour les product data analysts, d'usage innovant pour les data scientists et de pipeline aussi pour les data engineers. Les rituels communs restent présents parce qu'une fois qu'on a créé, cet esprit, cette guilde, en fait, il faut quand même continuer à l'animer, il faut quand même continuer à rester en amélioration continue. Voilà. Alors l'état des lieux, alors a fortiori maintenant, mais à terme, il était aussi assez disparate. On avait des sales ops, on avait des gens du marketing, on avait des gens du produit qui n'avaient pas forcément tout le temps l'habitude de se parler. L'idée, ça a quand même été, comme je vous disais, de faire progressivement, de se dire qu'on va de toute façon plus loin en étant à plusieurs qu'en essayant juste de faire son petit bonhomme de chemin, mais par contre d'être clair sur les impératifs fondamentaux, sur les choses sur lesquelles on ne voulait pas transiger parce que ça fait partie de l'architecture, ça fait partie de la vision à terme, etc., etc. En gros, être clair sur les fondamentaux. Aussi, arriver à monter tout le monde en compétence sur les bonnes pratiques et sur les outils qu'on utilise. Alors, ça passe pour des profils d'analystes potentiellement à des formations Git, à des formations Spark, à des formations Scala. Parfois c'est juste de l'ordre de la culture générale, parce qu'encore une fois, ce principe de sentinelle, c'est aussi se frotter au problème. La sentinelle, elle est là potentiellement pour dispatcher, mais d'abord, il faut qu'elle creuse un petit peu. Et ce creuser, ça demande déjà d'avoir les billes pour arriver à lire, pour arriver à creuser, etc. etc. Avec une grosse aussi gestion de la dev technique, parce que, encore une fois, la nature ayant horreur du vide, potentiellement, certaines pratiques se sont développées
qui sont des pratiques qu'on peut considérer comme legacy, mais ça n'empêche que la conduite du changement, c'est quand même une conduite du changement humaine, et donc il faut absorber cette dette, mais d'abord former les gens pour qu'ils comprennent exactement c'est quoi la bonne direction. On ne peut pas arriver à faire changer quelqu'un s'il n'a pas compris exactement où est-ce qu'on veut aller. Après, une des choses, mais Alexandre en parlera un petit peu plus tard, c'est que ça passe aussi par un certain nombre de pratiques pour que les gens arrivent à comprendre exactement où on veut aller. Je te laisse. Merci. Sur le self-service, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on cherche à développer de plus en plus chez Malte. Donc ça, c'est le retour d'expérience qu'on a sur la communauté de Data Explorer que j'ai mis en place premier semestre 2020 quand je suis arrivé chez Malte. Donc aujourd'hui, c'est essentiellement sur le scope de l'équipe opération. Ça va être aussi des quelques personnes du Customer Care et un Finance Analyst à qui on a construit tout un track de modules de formation avec des exercices sur des notions de data vis, modèles de données, un peu de SQL. À côté de ça, on a lancé tout un groupe avec des conseils, des tips réguliers, et puis on les incite aussi à se partager des cas qu'ils ont rencontrés, comment ils ont résolu les difficultés. Au global, ça a été très positif pour l'équipe data, parce que eux, ça les a vraiment motivés et la data, c'est un gros sujet pour eux. Nous, ça nous a permis aussi de se délester de la réalisation de dashboards assez simples. Donc c'était aussi gagnant-gagnant. Les limites qu'on a vues, parce qu'on a réalisé un bilan fin d'année dernière, c'est que souvent, ils vont chercher à lancer des analyses trop complexes qu'ils n'arrivent pas à finir. Et du coup, on doit récupérer un peu l'analyse qui est commencée, parfois pas forcément SQL. Donc c'est un peu du temps perdu ou elle est mal scopée. Donc sur ça, on a vu que c'était une limite, où on va chercher, nous, plus maintenant, à leur donner des conseils, à leur dire ça, on va prendre le sujet, ça, c'est trop gros pour toi, ça, tu peux le lancer, on te donne des conseils méthodologiques. Et puis, deux variables que j'ai vues personnellement en faisant ce questionnaire-là, c'est les limites, c'est la bande passante autorisée par le manager, parce que si le manager ne veut pas affecter des projets data à la personne, elle ne va pas avoir l'occasion de pratiquer. Et aussi l'intérêt à progresser et l'appétence, parce qu'il y a certaines personnes à qui on demande d'avoir un certain niveau minimum de SQL alors qu'ils ne sont pas SQL, mais de chart alors qu'ils ne sont pas dans l'équipe data et qui n'y arrivent pas encore. Donc ça, c'est une limite. Et on réfléchit, donc là, on est en train de migrer de Chart.io, que certains connaissent peut-être, à Looker. J'entends des rires. Donc on réfléchit à une communauté V2. Donc ça, ce format de Data Explorer V1, ça a plu au produit et au marketing. Donc on est en train de réfléchir à étendre la communauté Data Explorer à 20 personnes avec la responsable acquisition, les product managers qui sont aujourd'hui éloignés de cette communauté Data Explorer, avec un tronc commun pour les faire monter sur Looker et après des modules de spécialité en fonction des différents datasets, et surtout de limiter la complexité de ce qu'on leur demande avec les propriétés de Looker qui, avec les Explore, permettent de aussi limiter ce qu'on peut faire, et aussi de travailler avec des data analysts qui souhaitent des choses plus compliquées, et on ouvre la porte potentiellement. Si une personne a le potentiel, la capacité, la bande passante, ou si elle veut travailler un peu plus le soir sur ce sujet-là, de la former sur le LookML, voire de la former sur du SQL. On est vraiment ouvert à faire monter les gens en compétences au maximum. Au niveau des pistes d'amélioration continue, comme je vous l'ai dit, il y a un certain nombre de rituels. Alors, les certains nombres de rituels, ça passe par certains rituels qui sont là pour l'alignement ou l'amélioration continue au sein de l'équipe, à savoir par exemple une rétrospective data. Alors, rétrospective, on connaît, hein, c'est aussi pour dégager des pistes d'amélioration, pour arriver à revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé. On a un post-mortem systématique, a fortiori pour les vraiment gros incidents qu'on peut avoir, même si la plateforme est relativement stable. On a au sein de toute la boîte une méthodologie autour des OKR. Ça inclut des OKR produits, où clairement la data est présente, puisque de toute façon c'est nous qui non seulement les calculons, mais aussi intervenons potentiellement sur justement la meilleure manière de mesurer, ou tout simplement sur directement au sein du produit des pistes d'amélioration via la data science. Mais on a aussi des OKR data qu'on se met. On prend les questions après si ça t'ennuie pas. Mais non, alors vas-y. Ah, excuse-moi, OKR, objectif qui résulte. C'est une méthodologie de, j'irais presque jusqu'à dire de pilotage de boîte orientée objectif.
Tu n'as pas de projet et de roadmap, etc. Tu as des objectifs à atteindre et après, c'est les équipes qui s'organisent pour essayer de les atteindre. Voilà. En termes de dissémination des compétences et de knowledge de manière générale, on va organiser de plus en plus des katas pour que les gens puissent arriver à pratiquer sur des exercices simples, que ce soit de la programmation en Python ou de la programmation en SQL, des petits exercices où en gros on se passe le clavier, ce qui permet d'arriver à justement niveler un peu déjà la connaissance de l'environnement de développement pour certaines personnes, mais aussi les pratiques. En termes de collaboration, les rituels passent aussi par alors une attitude qui est un peu systématique, mais qui passe par de la pull request obligatoire entre teams. On va avoir une double validation pour certaines analyses un peu critiques, pour la modification des golden records. Et en termes de team building, on organise aussi un jour des enfants, où on fait tous les mercredis matins, on fait soit un loup-garou, soit un caout, soit des trucs comme ça. Voilà. Alors les loups-garous à distance, c'est très marrant, mais les interfaces sont un peu compliquées. Voilà. Merci. On est à disposition là pour vos questions. Ouais, alors du coup, là, il va y avoir 10 minutes de questions-réponses, ou moins, ou plus, mais surtout moins. Alors, moi, j'ai une question pour commencer, si ça ne vous dérange pas que je commence. En gros, je suis super intéressée par cette communauté de Data Explorer que vous avez créée. Je pense qu'il y a pas mal de boîtes qui se posent la question de comment faire en sorte de déléguer un minimum de travail à des équipes pas forcément formées pour ça. Ma première question, c'est comment est-ce que vous avez choisi ces premières personnes comment est-ce que vous avez vraiment commencé les formations? Parce que moi, je vois des gens qui pourraient être intéressés par ça, mais ils n'ont pas forcément tous les compétences, le prérequis, même d'un point de vue analytical thinking, qui leur permettrait de faire toutes ces analyses. Du coup, c'est vraiment comment est-ce que vous avez sélectionné ces personnes? Est-ce que c'est la motivation? Est-ce que c'est des skills de base? Est-ce que vous voyez que ces personnes-là, elles sont vraiment très proches de ces compétences? Et donc, voilà, comment est-ce que vous avez formé? Et est-ce que c'est devenu un critère de recrutement aussi dans ces équipes-là en plus? Sur le choix, ça a été surtout une volonté managériale d'avoir vraiment toutes les personnes des équipes opérations, customer care et finance qui touchent un peu à la data et qui soient capables vraiment de répondre à des petites questions de premier niveau, de faire un count, de faire une somme et de joiner quelques tables, parce que tous les managers qu'il y avait dans l'équipe aussi adorent la data et avaient déjà un certain niveau de dashboarding quand je suis arrivé. Et donc, ça a vraiment poussé à ce que toutes les personnes pratiquent et développent leurs compétences sur ça. Certaines ont réussi, certaines moins, mais en tout cas, on les incite régulièrement à pratiquer. Ok, trop bien. Et sur le critère de recrutement, non, je pense que l'analytical thinking, c'est pris en compte dans les recrutements d'équipes opérations. Ok. Après, sans que ça soit particulièrement un critère de recrutement, je pense qu'il y a une frustration naturelle qui s'installe chez, a fortiori, les chefs d'équipe ou peu importe, qui est je veux plus de data, je veux plus de ci, je veux plus de ça, je veux satisfaire ma curiosité. Comme nous, on n'est pas là pour satisfaire tout le temps leur curiosité, je ne saurais pas dire de la poule ou de l'œuf qui est venu en premier, mais effectivement, il y a eu pas mal de bonnes surprises où des gens ont été recrutés parce qu'ils étaient aussi appétents data. Alors, peut-être pas parce que, mais en tout cas, quand ils sont arrivés, ils étaient appétents data et ils avaient même potentiellement des rudiments de SQL ou déjà pratiqué ça dans d'autres vies. Après, très probablement, faut aussi se dire que le côté un peu organisation data-driven est aussi quelque chose qui se généralise. Et donc, je pense qu'au fur et à mesure, et a fortiori sur des profils expérimentés, je pense que c'est quelque chose où en fait, on va avoir un peu plus de culture G pour la plupart des gens. Voilà. Je ne suis pas à dire que tout le monde est data scientist maintenant en ayant fait tout cursus universitaire, mais derrière, je pense que c'est quelque chose où, en gros, ces compétences d'arriver à subdiviser un problème, arriver à se poser les questions, et donc à partir du moment à se poser les questions, à se gratter un peu la tête pour y répondre, je pense qu'effectivement, oui, ça devient de plus en plus généralisé. Voilà. Ok, super, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a une question? Alors, ok, ouais. Je vais commencer par le plus accessible et j'arrive après à vous.
Merci pour votre présentation, c'était super intéressant et hyper inspirant. J'avais une question sur les sentinelles. Enfin, en fait, j'ai plein d'autres questions, mais je me suis dit que j'allais poser une question sur les sentinelles. J'ai rien compris, c'est quoi? La sentinelle, c'est la personne qui, pour la journée, c'est sa faute. Dans l'absolu, en gros, s'il y a des incidents, s'il y a des questions, s'il y a dans l'absolu, en fait, des soucis de traitement, parce qu'on a pas mal de traitements qui, en gros, passent la nuit, ça c'est une chose, mais qui aussi passent pendant la journée, et donc de flux qui passent pendant la journée. Dans l'absolu, s'il y a une quelconque pétouille, quoi que ce soit, c'est sa responsabilité d'aller creuser. C'est la victime de la journée. Et c'est comme ça qu'on apprend. Voilà. Après, dans l'absolu, si elle cherche plus d'une demi-heure, elle demande de l'aide, et puis voilà. Hein. Mais dans l'absolu, ça permet effectivement, encore une fois, de se poser les questions déjà. Plutôt que de se dire juste tout, entre guillemets, roule. Au moins, on sait aller chercher les logs, on sait apprendre à les lire, on sait apprendre à voir ce qui s'est passé, à comprendre et à détecter potentiellement, et on creuse, et on creuse, et on creuse. Et ça permet d'arriver à gérer beaucoup mieux. Moi, j'avais deux petites questions. La première, c'est j'aimerais bien juste avoir des exemples d'OKR data que vous avez. Et la deuxième, je vais la poser tout de suite. Du coup, vous travaillez en Tribe Squad. Ouais. Comment vous gérez les volontés ou les besoins de faire des projets transverses? Projet transverse cross squad ou cross tribe? Oui, cross squad. Ouais. Des projets peut-être plus data qui pourraient servir à plusieurs tribes. Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Je vais donner deux exemples d'OKR déjà. Deux exemples d'OKR data. Un OKR data qu'on a sur ce quarter, par exemple, c'est il faut que pour mettre une nouvelle table qui vient des données de production en prod, il faut que ça prenne moins de 30 minutes. Voilà. Ça, c'est un OKR socle data. De la même façon, il y a des OKR socle data qui sont plus orientés, par exemple, data science. On sait que, on est très axé international ces temps-ci, on sait que fondamentalement, la performance de nos algos à l'international, elle est là et on veut l'emmener là. Voilà. Ça, c'est des OKR socle data. Une fois qu'on a posé ça comme question, la plupart des projets transverses, qui soient Product Data Analyst ou Data Scientist, comme on a déjà fait ce recentrage, les gens se parlent de toute façon tous les jours. Donc, si je prends la bande passante typique, on va dire, des data scientists, en vrai, on va pouvoir commencer à considérer que 60% à 70% du temps des data scientists, c'est du patrimoine, c'est-à-dire c'est du transverse, en fait, en vrai. 60 à 70% va être du transverse, tandis que 30 à 40% va être effectivement plutôt orienté, spécifique, focus, tribe. Avoir alors ça peut paraître un peu bon père de famille, mais avoir cette notion un peu de patrimoine data, de golden record, de data quality aussi, de capitalisation, que ce soit en termes de base de code ou en termes de... Enfin, fondamentalement, chez nous, tout est du code. La data, c'est du code. Mais dans l'absolu, avoir cette optique-là, plus que cette optique de BI, on va dire ça comme ça, de BI et de reporting qui n'est pas forcément pérenne, mais qui va être vraiment one-shot, et ben ça entraîne un mindset particulier où en gros c'est plus difficile d'arriver à faire du one shot aux gens que d'arriver à leur faire capitaliser et donc arriver à faire du transverse. Voilà. Après c'est aussi enablé, si tu veux, par une architecture qui donne le droit à l'erreur. Il faut avoir une architecture qui donne le droit à l'erreur parce que faire du transverse, si ça pète tout chez tout le monde, ça fait chier. Voilà. Donc il y a plusieurs facettes, mais l'idée c'est de ne pas avoir peur, ouais. Clairement. J'ai répondu à ta question ? Oui, bonsoir. Moi aussi, j'avais une question. Merci pour la presse, ça a été vraiment trop cool. J'avais une question par rapport à la partie communauté. En fait, je me demandais, en tant que data analyst, quel était le temps, quelle était la bande passante qui était prise par justement cette animation de la communauté et comment gérer un petit peu cette gestion de communauté, parce qu'on peut se rendre compte que si on les laisse peut-être un peu trop, il peut se passer des analyses où en fait ils vont conclure des choses qui sont peut-être pas la bonne chose, et du coup comment on fait pour concilier le travail d'analyste et la gestion de la communauté? En phase de lancement et quand j'ai conçu les modules, ça me prenait un peu plus de temps. J'ai essayé quand même de me timeboxer à une grosse demi-journée pour concevoir un module de formation. Après, j'enregistrais, je le mettais sur un Notion avec la vidéo, avec les contenus et aussi des key learnings. Donc ça, c'était à peu près sur le temps de setup. Et l'animation, c'était au fil de l'eau, au compte-gouttes. S'il y avait quelqu'un qui me contactait pour une question data, je lui disais tiens, partage-le dans le Slack Data Explorer, comme ça va intéresser les autres.
Ça, c'était la première question. Et la deuxième, c'était... Pardon. C'est plus du coup peut-être en fil continu. Comment Ah tu oui, gères sur la validation des analyses. De façon générale, ouais. Ça se fait quand ils me contactent. En fait, j'étais toujours, avant qu'ils partagent les résultats, en copie et je prenais du temps pour valider. Donc ça me prenait peut-être un peu plus de temps et ça me ralentissait sur les projets, mais je ne l'ai pas time-boxé précisément. Voilà. Pour compléter un peu organisationnellement, on est en train de développer aussi tout un système de certification en disant ça a été certifié produit, certifié SalesOps, et donc arriver à mettre le tampon correspondant. Le tampon, ça marche bien, c'est joli. Ouais. On va prendre une dernière question avant de passer, s'il y en a une. Ouais. Edouard. Merci. Oui, alors j'avais juste une question, parce que du coup, au travers de vos process, du fait que la data, ça soit du code et autres, j'ai l'impression qu'il y a une forte culture, on va dire, d'ingénierie chez Malte. Et du coup, je me demandais comment est-ce que vous faites, parce que j'imagine que vous devez avoir des gens qui ne sont pas forcément des ingénieurs. Et comment est-ce que vous faites en fait, pour arriver avec eux à les faire, on va dire, utiliser votre data et interagir avec vous? Est-ce que vous n'avez pas un schisme qui se crée et comment est-ce que vous gérez ça? Alors, l'utilisation de la data ne va pas être forcément conditionnée à cette culture d'ingénierie. Ça, je veux dire, l'exposition en tant que telle, la couche d'exposition, je veux dire, fondamentalement, j'ai une voiture et je ne sais pas changer l'huile. Donc ça ne pose pas forcément de problème. Mais par contre, ce qui effectivement va... la barrière à l'entrée, et là je te rejoins, c'est que si tu veux contribuer, il va falloir atteindre les niveaux et les standards qu'on fait. Alors, ça passe par exemple par des OKR data qu'on s'est donné. Par exemple, ça prend moins de 30 minutes d'arriver à mettre une table en prod, et à l'heure actuelle c'est issu d'un mélange entre une conversation sur un Slackbot et une conversation avec un Slackbot et l'ouverture d'une pull request, et donc la prise en compte des reviews et donc la complétion potentiellement d'une documentation. Totalement oui sur la culture ingénieur, et j'ai pas l'intention de l'enlever clairement, parce que je pense que c'est difficile de capitaliser sans. C'est difficile de construire un patrimoine sans considérer que c'est une base de code et donc considérer que c'est de la dette potentiellement et que ça doit se contrôler et que ça doit se gérer. Un exemple très simple, c'est on a une énorme base de code en SQL, mais effectivement la culture ingénierie fait que cette entièreté de base de code SQL qui permet d'arriver à créer tous ces datas, elle est en fait, elle est analysée statiquement, elle est compilée, elle est vérifiée, et en gros, elle a des tests unitaires qui font que si tu utilises un symbole qui n'existe pas, un type qui n'existe pas, une colonne qui n'existe pas, ça va péter. Et ça permet de sécuriser pas mal cette partie-là. Et oui, bien sûr que le rôle des data ingénieurs dans cette histoire, il est crucial parce qu'en fait, c'est fondamentalement eux qui doivent être au niveau d'excellence nécessaire pour que les autres puissent arriver à dormir tranquille. Mais dans l'absolu, après, monter les gens en compétences, on a plus l'objectif, si tu veux, d'avoir 80% des gens expérimentés et de monter 20% des gens en expérience, plutôt que de recruter 60 juniors et de se retrouver un peu dans le caca là-dessus. Ça pourrait passer maintenant, mais une fois que les bonnes pratiques sont bien établies, une fois qu'en gros, il y a la bande passante pour arriver à les trucs. Un exemple très, très simple, c'est qu'Alexandre, il avait un vernis, mais fondamentalement, on a capitalisé sur ce vernis et on a avancé pour justement arriver à monter en compétences, pour que déjà le chemin principal de contribution soit maîtrisé, et puis après qu'on puisse improviser sur la partition. Mais ça vient effectivement avec le temps, avec aussi... Et ça, c'est la culture ingénierie qui fait ça, avec le fait que lire du code, lire des pull requests, reviewer du code par tes pairs, et ce, même si en gros, c'est pas ton habitude originellement, c'est la meilleure façon d'apprendre. Donc oui, l'objectif est effectivement de ne pas cacher la complexité, d'essayer de la mettre apparente, mais de vraiment faire comprendre et monter les gens en compétences plutôt. Voilà. J'ai répondu à ta question ? Ok, merci beaucoup. Je pense qu'on peut les applaudir encore.